Nous avons terminé cette première partie, disons, en disant que au Moyen-Âge, les philosophes juifs, musulmans, chrétiens reprennent la question de l'être, de l'étant, au sens de ce qui est créé, c'est-à-dire un être à part entière. L'étant est. L'étant ne se réduit pas à sa seule représentation, à sa seule intellection. Pourquoi? Parce que le verbe de Dieu est créateur, mais tout cela, je ne rentre pas dans les considérations théologiques. Alors, la doctrine de l'étant devient donc l'étude de la cause de l'étant, où s'oppose une pensée de facture néoplatonicienne qui développe une métaphysique de l'un et une pensée de facture aristotélicienne qui développe une métaphysique de l'être. Et de même, vous ai-je dit que nous avions étudié Maître Eckhart et Nicolas de Cuse comme deux philosophes de l'un. Nous allons étudier Avicenne et saint Thomas d'Aquin comme deux philosophes de l'être. C'est ce qui nous intéresse ici, de montrer donc la différence qu'il y a entre ces deux orientations. Donc, cette double orientation va conduire à une double conception de l'être de l'étant, soit comme, en considérant l'être soit comme étant différent de l'étant, au sens de la différence ontologique heideggerienne, si on veut, soit l'être comme étant constitutif de l'étant. Ou bien il y a un autre que l'étant, à savoir l'un ou le bien des néoplatoniciens, qui est au-delà, justement, de l'étant. Ou bien l'être de l'étant et le bien et l'un convertuntur. Parce que l'être est un, l'être est bon du seul fait d'être. Et nous verrons qu'il s'agit là de parler des transcendantaux, sur lesquels nous reviendrons. L'un, le bien, tous les transcendantaux d'ailleurs, le vrai, la chose, la res, c'est transcendantal également. Donc, l'un, le bien, l'un, puisqu'il s'agit de cela pour nous ici, est convertible avec l'être et n'est pas extérieur à l'être. Les transcendantaux, donc, ne sont pas extérieurs les uns aux autres. Si l'un est, donc, comme chez Platon, par exemple, et le néoplatonisme en général, si l'un est au-delà de l'étant, epekaina tes ousias, l'être de ce qui est, dans ce cas, résulterait d'une chute hors de l'un, de cet un qui est l'indivisibilité même. Et cette chute serait donc une chute dans le non-un, dans ce qui se diviserait sans cesse, dans une multiplicité chaotique. L'étant serait pure division, jeté dans le monde, arraché à soi par la force de négation de l'un qui nie tout ce qui le nie, donc l'être, qui s'ajouterait à lui. Et donc, n'est-ce pas, comme on l'a dit tout à l'heure, en s'ajoutant à lui, le nierait en tant qu'un. Il serait donc cet étant jeté dans le monde, dans la division perpétuelle, dans une constante sortie hors de soi, dans une existence, une sortie hors de soi, absurde,
une pure indétermination, sans essence, qui permettrait de l'intelliger, sans un être qui en garantirait l'unité. Les temps seraient dès lors insignifiants et inconsistants. Il n'aurait aucun sens et on ne pourrait même pas parler d'un état. Nous nous demanderons donc dans quelle mesure les spéculations des philosophes médiévaux éclairent la question de l'être que Heidegger a réactualisé et posé au XXe siècle. L'oubli de l'être, dénoncé par Heidegger, résulte-t-il de l'œuvre négatrice de l'un qui n'est pas, qui est au-delà de l'être? Ou bien l'être est-il un parce qu'il est? La question est-elle de savoir pourquoi il y a de l'être ou pourquoi n'y a-t-il pas plutôt rien, c'est-à-dire l'un qui est au-delà de l'être? La question donc devient, vous voyez, ici, le support d'un certain nihilisme. Pourquoi n'y a-t-il pas plutôt rien? Si c'est vers l'un qu'il faut retourner et que l'un se trouve au-delà de l'être. Mais nous sommes dans un questionnement qui identifie l'un et l'être, pour lequel, disons, l'être est un, et l'un, c'est l'être. C'est pas l'être, mais l'un est. Et l'être est un. C'est-à-dire que l'être est un au sens où il n'est pas divisible. Et nous verrons cela. Alors, arrêtons-nous, dans cette perspective, à la définition de quelques concepts, les concepts fondamentaux. Et là, peut-être que nous pourrons avancer. Commençons par les notions d'être, d'étant et d'existence. Et c'est ici que nous allons rentrer un peu dans l'histoire, aussi, la philosophie. Nous avons évoqué Boès, sur lequel nous reviendrons, mais avant Boès, Marius Victorinus, mort en 364, professeur de rhétorique et philosophe néoplatonicien, converti tardivement au christianisme et qui a exercé une influence sur la pensée de saint Augustin, qui en parle dans ses confessions. Victorinus a contribué à la question de l'être en distinguant l'étant et ce qu'il appelle le pré-étant, ce qui précède l'étant. Son dessein était de penser la différence théologique entre le Père et le Fils au sein de la vie trinitaire de Dieu. Cette différence permet de penser ce qui revient en propre à l'étant qu'il identifie, lui, à l'existence. L'existentia comme l'étant, en tant que l'étant est ce qui provient de. Et ici, évidemment, en théologie, il fait allusion au Fils, qui provient du Père. Mais nous n'allons pas développer ici une réflexion théologique. On va tout simplement ici appliquer la réflexion de Victorinus au cas qui nous intéresse, à savoir à la question de l'être. Donc ce que Victorinus nous dit ici, c'est que le pré-étant n'existe pas. Puisque c'est l'étant qui existe, qui provient d'eux. Et ce qui est pré-étant, c'est pas l'étant en ce sens-là. Il précède donc, comme son nom l'indique, l'existence, c'est-à-dire l'étant qui provient d'eux, qui sort d'eux, ainsi que la vie et l'intelligence qui l'accompagnent. C'est une thèse également aussi néoplatonicienne. Attardons-nous donc maintenant justement sur l'expression existence, que j'écris donc en détachant le EX de sistence, c'est-à-dire existence, existere, se situer en dehors de,
L'existence, donc, c'est une sortie hors d'eux. Ouais. D'où provient-elle, donc? D'où cela provient-il? Ouais, c'est une question qu'il faut se poser, si ça sort de quelque part. Donc, Victorinus nous dit du préétant. Mais ce préétant n'est, prend-il garde de préciser, ce préétant n'est ni un surétant, ni un non-étant. Il le caractérise en disant que justement, en tant que préétant, il est inintelligible, infini, insubstantiel, invisible et impensable. Tout ce qui caractérise l'un comme indétermination pure. Oui. Tel est le statut du préétant. Oui. Mais l'étant, en tant qu'existence, est seul intelligible, pensable, visible, substantiel. Oui. L'étant accède donc à l'effectivité, parvient à se manifester en existant. Oui. Mais vous vous souvenez qu'il faudra bien voir que exister, c'est sortir de, et vous vous souvenez donc, j'avais parlé tout à l'heure de l'acte créateur, qui consiste moins à sortir de qu'à exposer, donc à exposer, oui, qu'à poser dans, à poser dans l'être, oui, c'est-à-dire plus précisément à poser hors du non-être. Oui. Donc il faudra bien retenir ces nuances. Mais de quoi donc est-il la manifestation? De lui-même ou d'un autre? Oui. C'est intéressant. Oui, parce que ici nous devons penser ici tout de suite à Heidegger, n'est-ce pas, qui parle du phénomène du Dasein même comme ce qui se présente à partir de lui-même. Oui, à partir de lui-même. Mais qui n'en existe pas moins. On verra donc, justement, c'est une existence à partir d'elle-même. Oui. Ça sort d'où? Alors certainement pas, donc, de lui-même ou d'un autre, et je dis, de quoi sort-il, de quoi est-il la manifestation, cet étant qui existe? Certainement pas de lui-même, puisqu'il n'est pas le préétant d'où il provient. Ouais. L'existant, l'étant, est la manifestation de ce qui est caché et reste retiré, de ce qui demeure en retrait, en dehors de l'étant. La manifestation et dévoilement de ce qui est originairement caché, c'est-à-dire non manifeste. Exister, c'est se rendre visible. C'est se rendre intelligible, comme on disait, par rapport au préétant qui est invisible. C'est se rendre intelligible par rapport au préétant qui est inintelligible. C'est se rendre substantiel par rapport au préétant qui est insubstantiel, etc. Donc exister, c'est se rendre visible, c'est advenir en provenant d'autre chose et rendre manifeste ce qui ne l'était pas. L'existentia suggère donc un mouvement du dedans vers le dehors. Une advenue de ce qui restait en retrait, un processus d'extériorisation.
L'auteur donne l'image de la femme enceinte et de l'accouchement, qui est une mise au monde, et jette dans l'existence, manifeste ce qui était déjà là, mais retenu à l'intérieur, dans l'attente de sa sortie, ce qui illustre bien ce mouvement qui conduit, aux yeux de Victorinus, du préétant à l'étant. Cette sortie est une dispersion hors de l'un, invisible, dans le monde visible et pluriel, multiple. Bon, tout cela pose des problèmes que nous allons analyser. Ici, l'existence apparaît comme mouvement. Si l'étant est pur mouvement, non au sens accidentel de déplacement dans l'espace, mais au sens de changement, et de changement substantiel, si on peut dire, si l'étant est pur mouvement, au sens de changement substantiel, il existe. S'il existe, il n'est pas. Entre l'être et l'étant, il y a donc une différence ontologique au sens où être, nous y reviendrons, ce n'est pas exister. Nous le verrons. En existant, l'étant apparaît comme le produit d'une poussée hors de soi. Il sort de ce qui n'est plus ce dont il sort. Il est jeté dehors, projeté. En même temps, si vous voulez, il révèle ce qui se maintient en retrait, quoi. Au moment où lui-même se révèle, il révèle ce qui ne se révèle pas, quoi, qui reste en retrait. C'est ça ce qui est important aussi de comprendre. Et qui nous permet de poser la question, d'où sort-il? Victorinus nous dit, il sort du préétant. C'est quoi? C'est-à-dire ceux qui le précèdent. Ceux qui le précèdent dans le silence, l'immobilité, l'indétermination pure, qui est absolue suffisance de soi, je dirais absolue fermeture, qui n'a pas à aller voir dehors. Quand on parle de l'un, comme en néoplatonisme, on peut dire de l'étant qu'il existe, rejeté par l'un. L'un menacé dans son unité par tout ce qui s'ajouterait à lui. L'un qui doit s'affirmer donc comme force d'expulsion, comme force négatrice de ce qui le nie. L'un est cette force qui nie tout ce qui le nie. L'esprit, disait Goethe, est ce qui dit toujours non. Et cette négation qui est à l'œuvre toujours, c'est l'œuvre du négatif. Dans ces deux cas de figure, l'existence renvoie à ce qui la précède. Elle est la manifestation de sa propre origine. La question se pose alors de savoir quelle est cette origine, si elle n'est pas origine de soi, mais d'un autre. Comme en phénoménologie, où l'être existe et se laisse voir à partir de lui-même, se montrant tel qu'il se montre. Tel qu'il se montre à lui-même, tel qu'il se montre comme un autre. C'est la question de l'identité, de la différence, du même et de l'autre. Tout cela nous pose une question très, très actuelle. S'agit-il ici d'une manifestation
énophanique, c'est-à-dire de l'un qui se manifeste en se retirant, dans la logique d'une philosophie de l'un. Cette manifestation, ou ce dévoilement, parce que la manifestation peut prendre aussi ce sens de révélation, de dévoilement. Mais alors ici, la révélation n'a plus le sens biblique d'un Dieu qui se révèle pour se faire connaître justement comme celui qu'il est. Ici, la manifestation et la révélation, c'est ce qui se manifeste comme ce qui se retire, mais dans le rejet de tout ce qui viendrait mettre un terme à son unité. Donc cette manifestation suppose un arrachement à soi, une perte de simplicité, c'est-à-dire d'unité. Donc à l'éternelle et silencieuse immobilité de l'un succède le mouvement de sortie dans le bruit et la fureur d'une histoire. C'est intéressant de voir que d'ailleurs, on ne parlera plus de nature, mais d'histoire. Il n'y a plus de nature. Rien ne résiste plus. Rien ne demeure. Bon, on y reviendra là-dessus. Donc, l'existence relève du mouvement de sortie hors de soi, du dedans vers le dehors. Or, il n'y a un dedans que s'il y a un dehors. Ce dedans exprime une énergie qui est cette force d'expulsion de tout ce qui n'est pas l'un. Une force qui n'est pas cependant l'acte, l'énergeia, tel qu'Aristote l'entend, et tel que saint Thomas l'entendra comme un actus essendi, comme un acte d'être. Ici, ce n'est pas un acte d'être, mais un acte d'exister, au sens d'expulser. Donc le stagirite exclut le mouvement de sa conception de l'acte pur. L'acte pur, c'est donc laisser, pour saint Thomas, l'acte pur, c'est laisser purum, pour saint Thomas. Pour Aristote, ce sera la noésis, noéséos, l'intellect qui s'intellige, comme acte pur. Et c'est là où on verra qu'évidemment Aristote reste en deçà de ce que pensera saint Thomas quand il parlera de l'acte pur comme un acte d'être et non comme un acte d'intelliger. Et nous verrons aussi que cet acte d'intelliger se confond, pour ainsi dire, avec l'acte d'être. Il n'est pas, comme on le verra pour Avicenne, un acte extérieur à l'un, à l'être, parce que précisément, dans le néoplatonisme, c'est-à-dire dans une philosophie de l'un qui va rattraper Avicenne, on verra comment, l'intellect, l'acte d'intellect, et on retrouvera aussi cette idée chez Eckhart, l'acte d'intelliger est extérieur à l'un. Extérieur à l'un. Ça, on va y revenir. Il faut se familiariser déjà avec tout cela pour se rendre compte que justement, le nous, pour Plotin, l'intellectus, l'esprit, ne fait pas partie de l'un. Est en dehors de l'un, puisque justement l'un ne peut pas s'intelliger soi-même. S'il s'intelligeait, il cesserait d'être un. Et d'ailleurs, Plotin reprochera à il reprochera à Aristote de définir l'acte pur comme un intellect qui s'intellige. Parce qu'un intellect qui s'intellige, c'est encore, il n'est plus un. Il n'est plus un. Mais évidemment, dans ce cas-là, Aristote rétorquerait à Plotin, s'il était encore présent, ou s'il sortait de terre comme Parménide sortait de terre, n'est-ce pas, comme Platon faisait sortir Parménide de terre pour faire face à Socrate. Eh bien, si Aristote, n'est-ce pas, sortait de terre pour faire face à Plotin, il dirait, mais mon cher Plotin, moi, c'est pas l'un qui m'intéresse, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'ousia, c'est l'être, c'est ce qui est là, c'est ce qui existe, quoi. Mais est-ce que
l'aristotélisme a suffisamment de force face au platonisme en ce sens. C'est que la cohérence énologique exclut l'acte d'intelliger de l'intérieur de soi. Et nous verrons que chez Avicenne, l'intellect est ce qui surgit à l'extérieur de l'un pour saisir l'un de l'extérieur de lui-même. Et on verra que cet intellect est le commencement de la multiplicité d'un monde multiple, puisque cet intellect est d'ailleurs le premier d'une série d'intellects qui va aboutir sur l'intellect agent, qui sera, lui, le créateur du monde matériel multiple. Bon, on en reparlera. Donc, Aristote exclut le mouvement de sa conception de l'acte pur. Le mouvement est passage de la puissance à l'acte, et ce passage n'est pas une extériorisation. Parce que ce qui est en puissance, peut-être, et ce qui est en acte, est ce qui constitue l'être substantiel, l'être de l'étang, dirait saint Thomas. L'un est pure puissance, entendu comme une force aveugle. Et non, s'il est un acte pur, c'est un acte puissant au sens où il est la pure puissance d'être, disons, de rejet, quoi. Puissance négative, voilà, une force de rejet, en ce sens-là. Nicolas de Cuse, lui, construira justement le concept de posseste, de pouvoir-être, pour définir ce pouvoir qui est un acte d'exister, non un acte d'être. Pouvoir d'exister au sens où le pouvoir de l'un, c'est en effet, c'est que l'un est toujours capable de sortir de lui-même. Mais cette capacité qu'a l'un de sortir de lui-même, c'est une faiblesse. Il céderait à la tentation de s'affirmer comme un, de dire je suis l'un. Et donc aussitôt qu'il s'affirme, il se nie. C'est la logique rigoureuse qu'il y a de cette considération de l'un comme pure indivisibilité, qui est là conçu logiquement, et non ontologiquement. Donc, Nicolas de Cuse, lui, avait construit le concept de possesse pour définir ce pouvoir comme un acte d'exister, de pouvoir être, mais non un acte d'être. L'étang, donc, existe. Et il provient de cette force d'extériorisation, d'expulsion, qu'est l'un. L'un n'est pas, et il ne veut pas être. C'est une non-volonté. Comme l'un dont il est l'image irréelle dans le néoplatonisme, mais en particulier chez Nicolas de Cuse, l'étang n'est pas. L'étang, les êtres multiples, sont des reflets de l'un qui n'est pas. D'ailleurs, on donnera l'image de l'univers comme d'un miroir brisé, où l'un, comme le soleil, disons, se reflétant dans chacun de ses éclats, se reflète entièrement. L'un est entièrement présent dans chacun de ses éclats, mais il est présent d'une manière contractée et multiple, mais sans se diviser. Sans diviser. Mais attention, pourquoi y a-t-il une multiplicité ici de reflets de l'un? Parce que l'un peut ici, l'un ne se divise pas, il se répète. Il n'y a pas une différenciation de l'un, mais une répétition. Donc pas ici une création de l'être de chaque étant, c'est très important. L'un, donc, est stérilité et absence de toute relation à un autre que soi. C'est pourquoi il ne peut s'intelliger sans sortir de soi. Avicenne montrera que l'intellect, en s'intelligeant, se donne l'être, en dehors de l'un, et résulte d'un processus d'autoconstitution de soi. Et nous retrouvons cette pensée chez Maître Eckhart. L'intellect, chez Maître Eckhart, c'est en effet le verbe se donnant l'être en s'intelligeant, en dehors de l'un, c'est-à-dire donc en dehors de la deitas.
Deita, c'est le Deus. La Deita, c'est l'unité pure et nue au-delà de l'intellect, qui est l'être. Parce que l'intellect, c'est ce qui se donne l'être en intelligent. Et il se donne l'être en intelligent hors de l'un. C'est-à-dire en donnant l'être en dehors de l'un, puisque en dehors de l'un, l'être, n'est-ce pas, à l'intérieur de l'un, il ne peut rien avoir d'autre, et donc a fortiori de l'être et de l'intellect. Ouais. Alors, cette réduction de l'existence, de l'existentia, à un mouvement d'extériorisation conduit à réduire l'étant à l'existence et à opposer l'étant et l'être plus précisément comme acte, comme actus essendi, comme acte d'être. Oui. Autrement dit, l'être ici, il faut le percevoir comme actif, quoi, comme être. Ça, être, ce n'est pas ici à envisager d'une manière statique. Oui, nous verrons cela. Hein. Donc, Heidegger, dans Sein und Zeit, ramène précisément l'essence de l'étant à l'être là, au Dasein, c'est-à-dire à ce qui existe. Et il écrit dans Sein und Zeit, l'essence du Dasein est l'existence. Mais attention, ici le mot essence, c'est le mot, traduit le mot en allemand Wesen. Hein? Or, Wesen, c'est ce qui rend présent. Oui, la présence, c'est Anwesen. Oui, donc, l'essence ici, c'est ce qui rend présent, c'est ce qui se confond avec ce qui se rend présent. Ouais, ce qui se rend présent. Ouais, donc, il ne s'agit pas de concevoir ici l'essence autrement que comme ce qui rend présent le Dasein, c'est-à-dire qui fait du Dasein une existence, une sortie hors de soi. Ouais, si l'existence est mouvement vers l'extérieur, ouais, existence, elle exprime donc la rupture d'identité. Il ne peut pas y avoir d'identité. C'est-à-dire de continuité, de présence permanente. C'est bien ce que reprochera Heidegger à l'oubli de l'être des modernes, pour qui oublie que l'être, justement, est lié à la temporalité, à ce qui existe, devient, sort, est une force d'expulsion, et non pas une présence permanente qui assurerait à l'étang sa base, son sol, qui serait sous l'étang, substare, qui soutiendrait l'étang. Ah non, l'étang ici n'est pas substantiel. L'étang existe. Et nous verrons que justement, ce qui distinguera saint Thomas de Heidegger, ou plutôt Heidegger de saint Thomas, c'est que pour saint Thomas, laisser l'acte d'être est au cœur de l'étang, ce qui est de plus intime et de plus profond, comme ce qui soutient l'étang en l'unifiant. Et donc, non, en l'éparpillant, en le faisant sortir de lui-même. Parce que justement, l'être de l'étang, c'est ce qui pose l'étang en dehors du non-être. Alors que c'est pourquoi on peut dire de l'étang qu'il est et qu'il n'existe pas. C'est-à-dire tout l'inverse de la définition du Dasein que donne Heidegger. L'être de l'étang n'existe pas. Ou s'il existe, il faut l'entendre au sens où il est posé en dehors du non-être. Pour être. Et être ce qu'il est. C'est-à-dire être et essence. De telle manière que l'étang est composé d'être et d'essence, mais indissociablement unis, sans confusion, mais dans l'union, et cela nous en reparlerons donc quand nous aurons bien distingué l'essai de saint Thomas du Sein de Heidegger. Donc cette rupture prend tout son sens dans le cadre d'une philosophie de l'un en tant qu'unité pure et nue. L'étang dans cette perspective
résulte en effet du rejet hors de soi de l'un, c'est-à-dire de toute forme d'identité. L'un est identique à l'un, l'un est identité. Un, ai-je dit. Ouais, donc, et l'étant est donc projeté hors de l'un vers l'extérieur, c'est-à-dire dans le non-un, qui est pure multiplicité, inintelligible et chaotique. Ouais. En se projetant vers l'extérieur, l'étant s'auto-détermine. Ouais. Ouais, il n'est pas déterminé par un déterminant, on le disait au début. Ouais. C'est pourquoi ici Heidegger s'intéresse aussi à Anaximandre, pour qui le déterminé sort d'un indéterminé, et non d'un déterminant. Bon, je n'insiste pas. Donc l'étant s'autodétermine en se retrouvant à l'extérieur, et son existence est autodétermination dans la mesure où elle entre dans la finitude. Ouais. Ah, c'est en entrant dans la finitude que le Dasein, l'étant, se reconnaît comme se trouvant là. La première autodétermination est justement celle de l'intellect qui se donne l'être en s'intelligeant chez Avicenne. Mais se donner l'être en s'intelligeant signifie exister dans le non-un et s'exposer à une division sans fin, ce qu'Avicenne exprime par la multiplication des intellects. En dehors de l'un, il n'y a que division. Mais Avicenne, son coup de génie, c'est de dire que l'intellect, en dehors de l'un, source de multiplicité, elle ne se divise pas à l'infini. Et il y a donc seulement 10 intellects, le dernier étant l'intellect agent, d'où est issue la multiplicité matérielle des états concrets, le monde. Ouais. Mais conformément à la prescription d'Aristote, selon laquelle on ne peut aller à l'infini en divisant, on va parler d'un infini virtuel, inactuel, pour Aristote, il faut s'arrêter dans la division. Il ne peut pas y avoir une division infinie. C'est pourquoi il dit « ananke stenai ». Il faut s'arrêter dans l'acte de diviser. C'est pourquoi l'intellect doit faire nécessairement retour sur soi. Ce retour sur soi. L'intellect, c'est quand l'intellect cesse d'aller voir dehors, quoi, si on peut dire, et se diviser sans cesse. Il est intellect qui s'intellige, noesis noeseos, donc un acte pur d'intelliger, qui n'est pas encore l'acte pur d'être, l'actus purus essendi de saint Thomas. Et ce retour transforme le mouvement d'extériorisation, c'est-à-dire l'existentia, en un mouvement inverse d'intériorisation, de recueillement, d'insistentia. Retour sur soi. Cette insistance réunit tout ce qui est dispersé dans l'intellect. L'intellect sauve la totalité des étangs de la dispersion. L'intellect, en intelligeant, unifie, relie. Telle est la structure de la pensée néoplatonicienne qui situe l'un au-delà de l'étant et qui donc rejette hors de soi l'intellect, qui résulte donc du mouvement de sortie hors de l'un. L'un qui doit rester indétermination pure. De telle manière que tout ce qui sort de l'un se retrouve déterminé. Et se retrouve déterminé dans sa finitude. Tout ce qui est déterminé dans le monde multiple est ainsi rendu intelligible par et dans l'intellect. Mais dans l'intellect, en dehors de l'un. L'intelligibilité est octroyée
par la forme, qui constitue l'étant en le déterminant. C'est la forme qui vient déterminer, c'est-à-dire le limiter. La question sera dès lors de savoir quel est le statut de cette forme. Maintenant, apparaît, c'est une question, tiens, ce qui détermine, c'est la forme, tiens. C'est la forme, mais alors cette forme, c'est quoi? C'est l'aidos platonicien, qui est dans son monde intelligible uniquement, donc dans un intellect, pourrait-on dire, qui n'a rien à voir avec le monde matériel. Est-ce cette forme, est-ce la morphée aristotélicienne, la forme, qui est inhérente à la substance mariée, si on peut dire, à la matière, dans une conception idémorphique qui est celle d'Aristote? Ou est-ce que la forme s'origine-t-elle dans l'intellect, comme chez Duns Scott et plus tard dans toute la modernité, jusqu'à Kant en particulier? Ou est-ce que l'intellect tire par abstraction la forme de l'étant indissociablement composé de forme et de matière? Pour Thomas d'Aquin, la forme, comme chez Aristote, sera dégagée de la réalité illémorphique de la substance, mais où la forme se trouve inhérente à la matière dans la substance. Abstraire, ce n'est pas tirer la forme de la substance et la mettre dans mon entendement. Dans mon entendement, il n'y a rien. L'œuvre de l'intellect qui agit justement, agit en ce sens qu'il lie à l'intérieur, intus legere, il lie à l'intérieur de la réalité ce qui compose cette réalité. L'intellect distingue intellectuellement, conceptuellement, ce qui reste uni ontologiquement dans les temps. L'étant est un composé, certes, de matière et de forme, d'essence et d'être, de puissance et d'acte, on verra même. Mais cette composition est inhérente, constitutive de l'étant. L'étant appartient au monde de la multiplicité, mais le monde de la multiplicité, en vertu de l'être que chaque étant reçoit, ne se divise pas à l'infini, au sens où l'étant s'éclaterait dans le monde, pour parler comme Sartre, parce qu'il n'y aurait rien qui l'unifierait. Non, l'étant est unifié par l'acte d'être qui, en sa profondeur, rassemble tout ce qu'il est, mais c'est l'intellect qui distingue intellectuellement, conceptuellement, ce qui demeure uni dans l'étant en tant qu'être. L'être de l'étant, c'est l'être de l'étant. C'est d'un étant qui est composé. Donc c'est très important. La forme intelligible assure la manifestation de ce qui se présente en dehors de l'un. L'un se retire au moment précis de la séparation, c'est-à-dire de la sortie, quand il y a effectivité de ce qui est là. Mais l'un se cache en se retirant. Les étangs, eux, se montrent en existant. C'est là où vous voyez le jeu de se montrer en se cachant, de se cacher en se montrant, avec lequel joue Heidegger. Le fondement fond sans fonder l'étang. Pour faire des jeux de mots à la Heidegger, le fondement fond, sans fonder, c'est-à-dire il disparaît, le fondement, c'est sans fond, l'étang est sans fond, il est suspendu dans le vide, et il fait l'expérience de son existence dans l'angoisse, qui est bien l'effet du néant, comme l'affirmait Kierkegaard. Donc le Dasein, dans l'angoisse, fait l'expérience que ce qu'il est expulsion, pure expulsion, existence.
C'est intéressant. Dans les seconds analytiques, Aristote énumère les 4 questions constitutives de la science, c'est-à-dire de la connaissance de ce qui est. Il distingue le fait, to oti, le pourquoi, to dioti, si la chose est, ei esti, il se demande si la chose est, et ce qu'elle est, ti esti. Oui. 4 moments, si vous voulez. Le fait, le pourquoi. Si la chose est vraiment, si elle existe vraiment, et ce qu'elle est. Donc la distinction ici du ei estin, du an sit en latin, est-ce que la chose, est-ce que cela est plus précisément, est-ce que cela est, hein? Avant d'en parler, assurons-nous que cela est, quoi. Certes, on peut parler du phénix ou de la licorne, d'accord, mais alors donc on est d'accord pour savoir que ça n'existe pas. Mais si on veut parler de quelque chose, assurons-nous que cela existe bel et bien. Ouais. Et donc, posons-nous la question, an sit, ei estin, est-ce que cela est? Mais alors, il distingue à cette question, hein, est-ce que cela est, du qu'est-ce que cela est, du ti esti, hein, quod est, ou quid est. Et cette distinction du ei estin et du ti esti, du an sit et du quod est à l'origine de la distinction entre l'être et l'essence. Ouais. Cette distinction donc va soulever la question de savoir de quelle nature est-elle et si cette différence est constitutive de l'étant, hein, dans quelle mesure l'étant reste unifié, quoi. Autrement dit, est-ce que l'essence et l'existence, ou l'essence et l'être plus précisément, attention, si l'essence et l'être sont 2 réalités juxtaposées, hein, ou 2 aspects de la même réalité, ou 2 composants d'un étant. Si on entend existence au sens factuel, voyez, tel un fait, to oti, voyez, autrement dit, si on entend au sens d'événementiel, de ce qui est jeté là, hors de l'un, et hors de soi, donc, sans essence, puisque rien n'arrête la division. Rien n'arrête la division. Dès lors qu'on est hors de l'un, on est hors de l'indivisible. On est donc dans le divisible. Et qu'est-ce qui va arrêter cette divisibilité du non-un? Ouais. C'est pourquoi Aristote dira non, stop. Il va dire, il faut s'arrêter à la substance. Et toute la question donc est de savoir qu'est-ce que l'être de la substance. Si on considère que ce qui existe est l'étant, au sens d'existentia, de Dasein, de ce qui se trouve là, dehors, mais qui est en vertu d'un acte d'être qui le constitue du dedans, conformément à ce qu'il est, c'est-à-dire à son essence, est déterminé par cette essence, comme le pense saint Thomas d'Aquin. Ouais. Alors on peut parler de l'être de l'étant. Ouais. On peut parler de l'être de l'étant, et si on veut faire quelques concessions au terme existentia, auquel d'ailleurs recourt très peu saint Thomas d'Aquin, si on veut faire une concession au mot, à l'usage, et on veut faire usage du mot existence, existentia, il faudra donc l'entendre, attention, au sens de ce qui est posé hors du non-être, comme un être réellement réel, qui unifie et qui fonde l'étant en unifiant tout ce qui compose l'étant. Voyez ? Alors le terme latin existentia a été inventé finalement tardivement par Marius Victorinus. Et la langue grecque
ne semble pas disposer d'un terme équivalent à existentia. C'est intéressant. Elle a l'équivalent de esse, dans le verbe einai, être, ou elle a l'équivalent de ens, étant, on, ton, l'essentia, ousia, ouais. Mais elle utilise aussi le mot hypostasis pour parler de substance, en latin, en grec, ouais, ou subsistentia, ou ousiosis, ouais. Donc tout ça est des équivalents en latin et grec. Mais existentia, on ne le trouve pas. Il a été donc cependant suggéré de trouver le sens factuel d'existentia dans l'uparxis. Ouais. Alors, de hupo, qui c'est le dessous, n'est-ce pas, ceux qui fondent, et arché, le commencement, ce qui est avant le commencement, sous le commencement, uparxis. Ouais. Ouais, donc, on voit que on retrouve un peu aussi le sens de existence. Et donc, uparxis reçoit une dimension existentielle et semble affecté d'un sens neutre, plus large que le mot latin. Il convient donc, si l'on veut, au fait d'être là, c'est-à-dire d'exister, au sens aussi de se trouver là. Ouais. Alors, Jean-Christophe Bardou, qui est l'auteur d'un livre qui nous inspire et qui est très intéressant et important et que je vous signale, Penser l'existence exposée à l'époque médiévale, chez Vrin, fait cette histoire de la notion d'existence. Et je vous renvoie à cet ouvrage qui est très important et très suggestif. La question est justement de savoir si le terme existence, auquel l'auteur veut donner un sens conceptuel fort, est recevable dans le cadre du thomisme, et s'il ne subit pas trop l'influence de la phénoménologie ontologique de Heidegger. Bon, on laisse tout cela en réserve d'une discussion ultérieure, et on retient qu'ici, Jean-Christophe Bardou retient que l'expression uparkein pourrait se traduire par existere, ouais, au sens où exister, sortir d'eux, c'est commencer d'être, ouais, c'est commencer d'être, arcane. Ouais, donc être exposé, posé là dehors. Ouais, donc on peut bien très bien comprendre. Ouais. Donc l'étant existe parce qu'il a reçu l'être. Ouais. Il est habens esse. Il est un ayant l'être, si vous voulez, il a l'être. Une fois l'être reçu, il est exposé, en effet, mais il est exposé en ce sens qu'il est posé en dehors, du non-être. Mais une fois posé dans l'être, il n'en sort plus. L'être n'existe pas. L'étant ne sort pas de l'être, mais du non-étant. Le non-étant, ce n'est pas le non-être. Car le non-être, on l'a vu avec Parménide, n'est pas le contraire de l'être. Donc, il est intéressant de voir ici, de souligner ici, cette expression habens esse, avoir l'être, c'est-à-dire l'avoir reçu. Avoir l'être, c'est être. Alors, je vous propose une nouvelle pause, si vous voulez, et nous allons continuer tout à l'heure dans notre lancée.